Bonjour à tous, je suis Sylvia et je vous accueille sur Hope, le premier podcast qui aborde le thème de la maladie sans phare ni tabou. Ici, vous entendrez des femmes et des hommes vous parler de leur quotidien chamboulé par l'arrivée de la maladie. Sincères et forts de leur expérience, ils vous raconteront tout, leurs peurs et leurs coups de blues, mais aussi les petits riens et les grands projets qui leur ont redonné le sourire. Des témoignages décomplexés et empreints de vérité qui font du bien quand ça va mal. Bienvenue chez Hope, le podcast de Medicite.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons parler de la maladie de Crohn. Alors, il faut savoir que la maladie de Crohn résulte d'une hyperactivité du système immunitaire de la muqueuse intestinale sous l'influence de facteurs génétiques et environnementaux. Donc c'est une inflammation chronique qui touche l'ensemble des tubes digestifs. Parmi les symptômes cliniques qu'elle génère, on peut trouver des troubles digestifs invalidants, le besoin imminent de se rendre à la selle, des manifestations articulaires ou encore de la fatigue, ce qui en fait vraiment une pathologie des moins faciles à assumer. D'ailleurs, plus de la moitié des patients atteints de la maladie de Crohn considèrent que leur maladie est un vrai handicap. Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Bastien. Bonjour Bastien. Bonjour. Alors pour commencer, peut-être que je peux te laisser te présenter ? Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Bastien Corsa, j'ai 31 ans et j'ai la maladie de Crohn depuis que j'ai à peu près 10-11 ans. Donc ça fait à peu près 20 ans que j'ai cette maladie. Tu étais très jeune. Comment est-ce que ta maladie a été diagnostiquée ? Alors ça a été un long parcours, je dirais presque un parcours du combattant pour enfin avoir ce diagnostic. Ouais. En fait, c'est pas une maladie qui se déclenche du jour au lendemain. Ça vient petit à petit. En tout cas, chez moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Et les premiers symptômes sont apparus pendant des vacances d'été où j'avais plusieurs diarrhées, assez importantes. Et voilà, ça a été le début. Ensuite, il y a d'autres symptômes qui se sont manifestés, comme des petites lésions buccales. Ça faisait un peu comme des aftes sur les gencives, sur les joues. Ensuite, suite à ça, il y a eu des douleurs abdominales, des difficultés pour m'alimenter, de la fièvre. Bref, tout un cocktail de symptômes assez différents et qui ont abouti à un amaigrissement assez important. Je me souviens plus combien de kilos j'avais perdu à ce moment-là, mais peut-être 5-6 kilos, quelque chose comme ça. Pour un jeune enfant, c'est beaucoup. Pour un jeune enfant, c'est pas mal, ouais. D'accord. Et donc, du coup, le diagnostic a été posé définitivement assez rapidement ou il a fallu du temps ? Il a fallu du temps. Déjà, alors j'ai été pris en charge dans un hôpital qui est pas très loin de chez mes parents, dans un service pédiatrie. Le diagnostic a mis du temps à être posé. Je voyais que les médecins tâtonnaient un petit peu. Donc j'ai fait plusieurs examens, des choses assez différentes, des radios, des échographies, plusieurs tests sanguins. J'ai fait une coloscopie aussi. J'ai pu faire des scanners également. Bref, un peu toute une batterie de tests pour essayer de trouver quelque chose, et je pense que c'était un peu par élimination finalement, où ils disaient non, c'est pas ça, ça va pas être ça, et je pense que c'est un peu comme ça, au fur et à mesure par élimination, qu'ils sont arrivés à se dire ça pourrait bien être une maladie de Crohn. Mais je me souviens, c'est à l'hôpital où j'ai entendu parler pour la première fois de maladie de Crohn. Quand ils m'en ont parlé, ils étaient pas encore tout à fait sûrs que c'était bien ça. Mais malgré tout, ils ont décidé de me traiter pour cette maladie-là. Ouais. Après coup, finalement, ça s'est révélé être bien ça, et du coup, on est resté là-dessus. Tes parents avaient déjà entendu parler de cette maladie ou pas du tout ? Non, pas du tout. Ni mes parents, ni moi. C'était quelque chose de tout à fait inconnu et nouveau pour nous. Les médecins nous ont expliqué dans les grandes lignes ce que c'était cette maladie-là, ce que ça impliquait, quel type de traitement on pouvait mettre en place pour la traiter. Et notamment, les informations principales, c'est inflammation du tube digestif, maladie chronique, pas de cause, connue qui déclenche cette maladie-là, pas de traitement, aujourd'hui, pas de maladie qui se guérit, mais dont on peut gérer les symptômes via des traitements. Et voilà, c'était les grosses informations qu'on avait eues, mais en tout cas, c'était clairement quelque chose de nouveau pour nous.
Alors tu l'as dit, tu avais environ 9-10 ans un petit peu quand les premiers symptômes sont apparus. Du coup, tu étais très jeune. Quel a été ton ressenti quand on t'a parlé de la maladie et puis des symptômes qu'elle allait engendrer? Alors dans un premier temps, je sais pas si c'est un premier temps ou si c'était un peu plus tard, mais en tout cas je me souviens que c'était une sorte de délivrance, de enfin savoir ce que c'était, parce que comme ça faisait quand même quelques mois que je traînais ces symptômes, en tout cas que les premiers symptômes étaient apparus, et que on avait vu les médecins tâtonner pour trouver ce que j'avais. Le fait de se dire enfin maintenant je sais ce que j'ai, les médecins vont pouvoir mettre en place un protocole thérapeutique pour traiter cette pathologie là. Donc je me disais enfin on va pouvoir avancer quoi. Donc c'est vrai que c'était même pour mes parents c'était une forme de soulagement, même si en parallèle il y avait aussi cette inquiétude on va dire, de se dire c'est une maladie chronique, on peut pas en guérir, donc je vais l'avoir toute ma vie, sauf si on trouve un remède entre temps, mais en tout cas la perspective c'était potentiellement garder cette maladie à vie, donc potentiellement aussi avoir un traitement à vie. Bon, c'était pas forcément ce qui est le plus réjouissant. Et tu t'en rendais compte parce que 10 ans, c'est très jeune. T'as compris tout ça? Ouais. En fait, j'ai pas mal fréquenté les hôpitaux quand j'étais enfant, même avant cette maladie de Crohn. Par rapport à tout ça, j'avais une certaine maturité déjà à cet âge-là. Et donc oui, j'avais conscience de ça et des implications dans le futur que ça aurait. J'imagine que ça a beaucoup impacté ton quotidien de jeune enfant. Comment ça s'est passé en fait? Oui, ça est sûr, ça a eu pas mal d'impact. En fait, à n'importe quel âge de la vie, quand on déclare cette maladie-là, ça a un impact qui est pas négligeable sur notre vie quotidienne. Moi, quand je l'ai déclaré, j'étais fin l'école primaire, début collège. Et quand on arrive au collège, c'est là où on commence à... on a déjà plein de potes en primaire, mais quand on arrive au collège, c'est là aussi où on commence un peu à sortir, à s'émanciper un petit peu de nos parents. Et du coup, moi, ça a mis quand même un frein assez important à ce début de vie sociale que l'on a au collège. Parce que entre les douleurs abdominales, entre la fatigue, des fois on peut pas suivre. Quand on nous dit tiens viens on va faire ça ou voilà, des fois quand on est trop fatigué ou qu'on a trop mal au ventre, du coup on décline l'invitation parce que on sait qu'on pourra pas suivre, qu'on va être plus mal qu'autre chose. Du coup on se met un peu en retrait. Je dirais presque de nous-mêmes finalement, de cette vie sociale qui commence, où ça nous marginalise un petit peu. Bon, marginaliser c'est un bien grand mot, pas non plus reclus pour autant, mais c'est vrai que j'ai senti un décalage qui s'est installé dans ces années-là entre le garçon que j'étais avant, en pleine forme, en pleine santé, toujours très dynamique, etc. et le garçon que j'étais devenu avec plus de fatigue, moins énergique, moins de capacité à bouger. Et du coup, la maladie se manifestait de quelle manière? Tu avais des poussées? Ça durait combien de temps? Quels étaient les symptômes? Alors, tu soulèves un point important, c'est le mot de poussée. Parce qu'en fait, dans cette maladie-là et dans l'autre maladie chronique intestinale qui est la rectocolite hémorragique, ça fonctionne par poussée. Donc, il y a des périodes où on va être tranquille et des moments où la maladie elle va être plus active. Et les poussées, ça se manifeste de façon différente en fonction des patients. Mais moi en l'occurrence ça se manifestait par des douleurs abdominales plus présentes et plus fortes, des difficultés à m'alimenter, des vomissements, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment même un verre d'eau je finissais par le vomir, donc en fait plus rien ne passait du tout. Et dans les premières années de la maladie, je faisais à peu près 1 à 2 crises, 2 poussées par an. Surtout en fin d'année, vers décembre, ça se terminait par d'aller à l'hôpital parce que un amaigrissement, parce que même de l'eau, j'arrivais pas à la garder, donc
entre déshydratation et puis amaigrissement parce que je mangeais beaucoup moins. Je finissais par aller à l'hôpital où on me mettait sous perfusion pendant quelques jours, pendant 4-5 jours. Et après, je recommençais à manger petit à petit. Et après, c'était reparti pour un tour. Et du coup, ça n'a pas trop perturbé ta scolarité ? Alors la scolarité, non. C'est vrai que pour ça, je touche du bois. J'ai eu de la chance d'avoir des facilités. Donc j'ai eu aucun problème pour ma scolarité. J'ai toujours, ça m'a pas diminué mes notes, etc. Donc pour ça a été facile pour moi, même si des fois c'était pas toujours évident de suivre en cours parce que quand on a des douleurs au ventre, qu'on est à moitié plié en deux sur sa table, et en plus j'essayais de pas trop le montrer non plus, parce que je voulais pas qu'on s'apitoie sur moi, ou puis je me disais aussi que ça va, t'es pas en train de mourir, donc en gros un peu la tête dure aussi de dire je vais finir mon cours, etc. Donc c'est vrai que c'était pas toujours évident, en tout cas ça m'arrivait plus d'une fois de pas être à 100% de mes capacités en classe, mais en tout cas globalement j'ai quand même réussi à bien suivre ma scolarité, à faire des études, j'ai poussé jusqu'à bac+5, j'ai un diplôme je suis ingénieur, donc j'ai eu une scolarité, on va dire, tout à fait normale. J'ai même pu partir à l'étranger pendant un semestre en échange. Donc non, ça va. De ce point de vue-là, je m'estime chanceux d'avoir pu faire les études que je voulais et sans grosse difficulté à cause de cette maladie. Et côté professionnel, comment ça s'est passé ? Est-ce que la maladie a impacté ta vie professionnelle ? Alors elle l'a impacté un peu plus que ma scolarité. D'accord. Mais après pour autant ça n'a pas eu un impact très fort non plus. Il y a à peu près on va dire deux périodes où j'ai eu un impact sur ma vie pro. La première fois, c'était dans mon premier emploi en fait, après mes études. J'avais fait une mission d'intérim dans une grande entreprise à La Défense. Et j'avais pas mal de transports matin et soir. Je prenais 3 RER parce qu'à ce moment-là, j'habitais chez mes parents. Comme je savais que c'était pour 6 mois, j'avais pas. Je me suis dit je vais économiser un loyer pour mettre de l'argent de côté. Et j'avais à peu près entre 3h30 et 4 heures de transport par jour. Et ça m'avait énormément fatigué au point que sur les dernières semaines de cette mission, j'ai fait une poussée. J'ai fait une poussée, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé d'ailleurs. Et c'est une poussée qui m'a déclenché une quasi obstruction intestinale. Donc en fait, c'est-à-dire que l'intestin a été bloqué, que plus rien passait. Et encore une fois, ça s'est terminé avec un séjour à l'hôpital et sous perfusion pendant quelques jours, le temps que mon intestin se repose et qui se calme un peu. D'accord. Pour ensuite reprendre une alimentation plus normale. D'accord. Et la deuxième période, c'est dans un autre travail que j'ai eu après. Alors là, je saurais pas dire si c'est le cas ou pas, mais en tout cas, c'est une forte suspicion de mon côté. C'était un travail avec une période d'essai. En tant qu'ingénieur, c'était 3 mois renouvelables. Au bout des 3 mois, ils ont renouvelé ma période d'essai. Bon, c'est quelque chose qui est tout à fait classique. Donc là, je n'avais pas d'inquiétude. Et en fait, à ce moment-là, le traitement que j'avais, et que j'ai toujours d'ailleurs, m'impose d'aller tous les 2 mois à l'hôpital pour une demi-journée pour avoir mon traitement. C'est un traitement sous perfusion. Donc on peut pas le faire à la maison ou avec une infirmière à domicile. Voilà, en tout cas, en France, il faut aller dans un hôpital pour le faire. D'accord. Et du coup, je m'absentais une demi-journée tous les 2 mois pour aller faire ce traitement. Je pense, en tout cas, c'est l'avis que j'ai. Je pense que ça a joué dans leur décision de pas me garder à l'issue des 6 mois de période d'essai. Ils ont eu peur que les absences soient plus longues finalement. Je sais pas, mais en tout cas, j'avais été transparent avec eux dès le début. Je leur avais dit que j'avais la maladie de Crohn, je leur avais expliqué ce que c'était, etc. Et du coup, ils savaient pourquoi je m'absentais une demi-journée tous les
les 2 mois. Et avec la convention collective qu'il y avait dans cette entreprise-là, il n'y avait pas de perte de salaire. Donc dès le premier jour d'absence pour un arrêt maladie, prennent en charge le salaire, etc. Comme c'est demi-journée à l'hôpital, c'est assimilé à de l'arrêt maladie entre guillemets. Du coup, bon, voilà, je pense que ça les a un peu refroidis. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que ça a joué dans leur décision, même s'ils n'ont jamais dit ou qu'ils n'ont jamais fait une quelconque allusion. Je pense que ça a joué. Et du coup, au travail, tu arrivais à en parler ouvertement, parce que je disais au départ que c'est une maladie qui est pas forcément facile à assumer. Est-ce que c'est quelque chose que dont tu as pu parler ouvertement, ou c'était difficile? Alors, dans ce travail-là, j'en avais parlé dès le début. Ouais. Avec mon chef. Après, avec les collègues, je me souviens plus exactement, mais je pense que j'en ai parlé, mais après c'est pas un sujet qu'on abordait régulièrement, souvent. Voilà, j'avais dû leur dire, peut-être leur expliquer un peu ce que c'était, mais bon, globalement c'était pas trop un sujet de discussion, pas parce que je l'évitais, mais juste que l'opportunité se présentait pas, donc on n'en parlait pas plus que ça. Dans mon premier emploi, cette mission d'intérim dont je parlais tout à l'heure, je sais plus si j'en ai parlé, je pense que non. Bon, je ne suis plus très sûr. Et dans le travail que j'ai eu après, j'ai décidé de ne pas en parler du tout. D'accord. Justement à cause de cette suspicion que j'avais eue par rapport à mon ancien emploi et le fait de pas me garder après la période d'essai. Du coup, je m'étais dit maintenant j'en parlerai plus, justement pour éviter ce cas de figure, quoi. Okay. Et du coup, j'en avais parlé ni avec mes responsables ni avec les collègues. Ils étaient totalement. J'avais la chance que on avait des jours de RTT à prendre, et on pouvait en fait ils nous conseillaient de les prendre au fur et à mesure. Donc finalement je posais une demi-journée quand j'avais mon traitement à faire. Du coup ça passait inaperçu. Okay. Donc je comprends que ta vie est loin d'avoir été un long fleuve tranquille. Quel grand défi est-ce que tu as rencontré? Oui, c'est sûr, ça n'a pas été facile tous les jours. Après, je m'estime quand même malgré tout relativement chanceux. Parce qu'en fait, on a un peu coutume de dire qu'il y a autant de maladies de Crohn qu'il y a de patients, parce que les symptômes vont être différents d'un patient à l'autre, avec une sévérité différente, etc. Donc finalement, un malade de Crohn ne le vivra pas du tout de la même façon qu'un autre malade de Crohn. Bon, moi j'estime avoir une forme faible à modérée, en tout cas, qui est tout à fait gérable dans la vie de tous les jours. Même si ça n'a pas été facile tout le temps, voilà, je sais qu'il y a d'autres patients qui ont beaucoup plus de difficultés que moi. Après, malgré tout, il y a eu quelques grands défis, et le premier, c'était avant tout d'accepter la maladie. Comme on l'a évoqué, elle s'est déclarée quand j'étais jeune ado, vers 9, 10, 11 ans. Quand on est gamin comme ça, c'est pas évident d'accepter ce genre de maladie, n'importe quelle maladie d'ailleurs. On a un peu tendance à se dire mais pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, etc. Donc l'acceptation est pas facile, parce qu'on n'a pas le recul comme on peut avoir quand on est adulte. Donc ça a été une première étape. La deuxième difficulté, ça a été de vivre le plus normalement possible avec les symptômes qui vont avec cette maladie-là. Comme je le disais, le fait d'avoir des douleurs au ventre ou d'être fatigué, etc., qu'on peut pas aller faire du sport avec les copains, qu'on peut pas aller à une soirée parce que on est trop fatigué ou on sait qu'on va vraiment être mal. C'est un défi, et des fois on a envie de se faire violence, on dit vas-y, j'y vais quand même. Tant pis, je vais serrer les dents et puis ça va passer. Des fois je le faisais, des fois je le faisais pas, mais c'est vrai que c'est un compromis à trouver entre faire tout ce qu'il faut pour aller le mieux possible et mener une vie d'ado normale, quoi. Les copains, ils arrivaient à comprendre? Ouais, globalement ils étaient assez compréhensifs. J'ai pas eu trop de difficultés à en parler avec mes amis. Donc globalement ils étaient ils comprenaient. Si je leur disais que j'étais trop fatigué, etc., il y avait pas de souci. C'était assez transparent et ça se passait assez bien.
Il y a que une fois avec un ami, ça c'était bien plus tard quand je suis parti en échange universitaire pendant mes études d'ingénieur. J'étais parti avec un pote de promo. Ouais. À un moment donné, il m'a dit, c'était pas un reproche, mais il était un peu frustré parce que souvent je déclinais une sortie. On était invité à aller boire un verre ou voilà à sortir pour retrouver des potes qu'on s'était fait là-bas. Et ça m'arrivait plusieurs fois de décliner parce que j'étais trop fatigué, pas bien, je me sentais fiévreux, etc. Et je me souviens qu'une fois il m'a fait la remarque, il m'a dit t'es chiant, tu viens jamais, etc. quoi. Et bon, je lui ai réexpliqué après et puis il a compris, mais sur le coup j'ai bien vu qu'il était frustré. Il était plus frustré en fait pour moi que je vienne pas. Ça m'avait un peu marqué. Mais sinon, quand j'étais au collège, lycée, ça n'a pas trop été un problème. Et la troisième grosse difficulté, c'était pendant le collège. En fait, quand on déclare la maladie de Crohn quand on est enfant, ça peut avoir pour effet de bloquer la croissance. Parce que du coup, comme l'intestin il est inflammé, il fonctionne moins bien, du coup il va moins assimiler les nutriments que l'on a avec l'alimentation. Et moi du coup, j'avais eu cette croissance qui a été bloquée. J'étais bloqué à 1m55. Et en fait, une des solutions, en tout cas la solution qui est très efficace, c'est pendant une certaine période, pour mon cas c'était 6 mois, ça a été de m'alimenter exclusivement avec une sorte de complément alimentaire. Ça se présentait sous des pots de poudre, ça fait un peu comme des pots de lait pour bébé. Donc c'est de la poudre à mélanger avec de l'eau. Et je mangeais ça matin, midi et soir. Et je mangeais que ça. Ça devait être dur. Quand on est ado, on a envie de frites, de burgers, pas forcément d'une poudre. C'est ça. C'était pas facile. Après, je savais pourquoi je le faisais, donc ça a aidé à trouver la motivation qu'il faut pour tenir ce truc pendant 6 mois. Surtout qu'en plus le goût était pas exceptionnel non plus. donc ça a pas été facile. Et je me souviens, il y avait une anecdote assez marrante à ce sujet-là. Pendant ces 6 mois où je me suis alimenté exclusivement avec ce produit, il y a eu mon anniversaire. Et il y a mon meilleur ami qui m'a fait une petite blague, parce qu'en fait ça devait être du coup le midi, j'étais avec lui et puis je m'étais préparé mon bol de mixture. Et il avait acheté des bougies flottantes qu'il avait mis dessus, qu'il avait allumé en disant ça te fait un bouillon d'anniversaire, parce qu'il a coûté un bouillon. C'est adapté. Oui, il s'est adapté, ouais. À défaut d'avoir un gâteau, j'ai eu un bouillon d'anniversaire. D'accord. Oui, mais je comprends, ça devait être vraiment difficile, parce que c'est vrai que c'est une période en plus, déjà à la base, c'est pas facile l'adolescence, donc en plus à rajouter la maladie et puis tout ce qui va avec, ça devait être dur. Du coup, qu'est-ce qui t'a aidé à te battre contre tous ces défis ? Déjà, comme je le disais, je savais pourquoi je les faisais. Dans un premier temps, c'était pour relancer ma croissance. Et puis, je dirais, tout ce que je faisais dans le cadre de cette maladie-là, c'était pour aller de l'avant. Donc déjà, rien que d'être conscient de ça, ça nous aide à avancer. Après, le principal soutien que j'ai eu, c'est ma mère. Qui a toujours été là depuis le début. Même avant la maladie de Crohn, comme je disais, j'ai eu pas mal de problèmes de santé quand j'étais enfant. Et du coup, elle a toujours été là pour moi. Donc déjà, c'est le meilleur soutien que j'ai pu avoir, et je la remercierai jamais assez pour ça. Après, de manière plus générale, mon entourage proche a été un soutien important, que ce soit mon père ou que ce soit mon entourage proche, mes oncles, tantes, cousins, cousines. Le fait d'avoir un noyau dur qui est là, même s'ils n'étaient pas là à dire allez courage, etc. Mais juste le fait d'être présent, de passer des bons moments avec eux, le fait de savoir qu'ils sont là, puis ne serait-ce que, ça peut paraître un peu bête de dire ça, ou un peu cucu, mais de savoir qu'on a des gens autour de nous qui nous aiment et qui tiennent à nous et qui sont là pour nous, ça nous aide à avancer, quoi. Surtout quand on est enfant. Surtout quand on est enfant, ouais, tout à fait. Et après, il y a aussi l'association, parce qu'il y a une association qui s'occupe de toutes ces maladies digestives, qui s'appelle l'AFA Crohn RCH. Et donc c'est une association de patients qui est là pour apporter du soutien aux malades, leur apporter de l'information, soutenir la recherche. Donc ils font énormément de choses pour les malades. Ça, malheureusement, je l'ai découverte
un peu sur le tard, de mémoire. En fait, c'est assez marrant parce que j'avais fait pas mal de recherches sur Internet, justement, enfin comme beaucoup de gens, je pense, quand on a une pathologie, on va chercher plein d'informations sur Internet. Et dans le cadre de mes recherches, j'ai dû tomber, je suis sûr, à plusieurs reprises sur un lien de l'AFA où j'avais cliqué, j'avais lu, mais j'avais pas creusé plus que ça en fait. J'avais pas, je sais pas, j'étais passé à côté du fait que c'était une association de patients et que je pouvais obtenir de l'information, du soutien, etc. Auprès de ces gens-là. Et du coup, je l'ai découverte sur le tard. Je devais avoir peut-être 18 ans ou 20 ans quand j'ai vraiment commencé à la connaître. Ça, je regrette un petit peu parce que finalement, je pense que j'aurais pu gagner du temps et de l'énergie à chercher de l'information, etc. Si je les avais connus avant, je pense que ça m'aurait aidé à, je dirais pas avancer plus vite, mais en tout cas, j'aurais trouvé l'information plus facilement et puis j'aurais eu un soutien supplémentaire. Je pense que ça aurait, en tout cas, ça n'aurait pu être que du plus. Puis c'est peut-être des gens aussi qui... Parce que c'est une chose d'avoir l'information du médecin, d'avoir ces informations-là, mais c'est une autre chose d'avoir le ressenti, peut-être d'autres patients qui vivent la même chose. Oui, parce que même si on a face à nous des gastro-entérologues spécialisés qui connaissent très bien les maladies, etc., malgré tout, des fois, quand on leur explique ce qu'on vit au quotidien, des fois, on a un peu l'impression... soit qu'on est jugé, ou soit qu'ils comprennent pas trop, ou soit qu'ils sont un peu à côté de la plaque. Enfin, on peut avoir plein de sentiments comme ça, où en tout cas on se sent en décalage par rapport à eux. Et c'est vrai que de pouvoir discuter avec d'autres patients, ou avec des gens qui sont pas forcément patients, mais qui sont très au courant des maladies, qui connaissent son fonctionnement, etc., ce que ça implique pour les patients, c'est clairement un plus. On peut, je pense que ça peut aider des gens qui peuvent se sentir, par exemple, qui se sentent incompris. Ça peut les aider justement à dépasser certains blocages ou à aller de l'avant. D'accord. Alors du coup, aujourd'hui, quels sont tes projets ? Alors, j'ai deux projets principaux actuellement. Le premier, c'est un projet professionnel. Donc, en fait, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. D'accord. Donc, j'ai créé ma société et je suis en train de la développer. Donc, ça, c'est le gros projet pour moi en ce moment. C'est la maladie qui t'a fait, qui t'a donné envie de te lancer ? C'est plusieurs choses. C'est un ensemble de facteurs qui mis ensemble font que tu te dis voilà, c'est maintenant, il faut se lancer, il faut y aller. Et ça, c'est le premier projet. Et le deuxième, c'est en lien avec l'association, parce que je suis bénévole et administrateur au sein de cette association. Et du coup, je suis pas mal investi pour organiser des événements en local avec d'autres patients et aussi pour représenter l'association à l'échelle européenne. Par exemple, je participe à des projets, par exemple avec des laboratoires pharmaceutiques. C'est des groupes de patients. En fait, on est là pour leur apporter notre expertise et des conseils, pour les aider à avancer sur telle ou telle thématique. Donc voilà, plusieurs projets au sein de cette association, à la fois en local et puis à l'échelle internationale également. D'accord, c'est bien, parce que c'est vrai qu'on parle aujourd'hui beaucoup de patients experts. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est une chose d'avoir les symptômes, c'est une autre chose de les ressentir. C'est ça. Donc chacun les ressent de manière différente. Du coup, ça te permet de faire partager ton expérience à des laboratoires, si je comprends bien. Et puis aussi c'est ça. On la partage, avec tout le monde finalement, en premier lieu avec les patients, parce que c'est vraiment notre raison d'être. En tout cas, la raison d'être de cette association, c'est d'aider les patients. Et en ce sens, c'est pour ça qu'on organise beaucoup d'événements à destination des patients, pour les informer, pour leur apporter du soutien. Et puis aussi, on a un volet recherche. On essaie de faire avancer la science dans le traitement, dans la prise en charge thérapeutique de ces maladies. Et puis dans l'idéal, trouver des causes un peu plus précises, et puis éventuellement aussi un remède. Et c'est vrai que c'est dans ce cadre-là que on participe
dans des projets avec des laboratoires pharmaceutiques ou avec d'autres associations de patients. Où il peut y avoir des projets communs qui se mettent en place. Mais est-ce que le contexte sanitaire aujourd'hui, est-ce que ça vous a pas freiné ? Le contexte a été un petit challenge pour nous. En fait, je pense que ça a été un challenge pour tout le monde. Oui, hein. Mais nous, en tout cas, dans l'association, ça nous a poussé un peu à nous réinventer pour, malgré le contexte, être toujours présent pour les patients. Et donc on a dû faire évoluer nos services pour toujours avoir ce contact et cette proximité avec les patients. Donc on a développé beaucoup de choses avec le digital. On a fait des interviews de médecins en lien avec la Covid, pour donner de l'information par rapport à notre pathologie. Vous êtes très impacté par le Covid en tant que malade? Non, en fait, on n'a pas de surrisque avec la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Il n'y a pas de surrisque, de développer une forme grave. En tout cas, les données qu'on a aujourd'hui, nous disent qu'il n'y a pas de risque supplémentaire par rapport à ça. Donc on a dû créer des nouvelles choses. On a aussi fait quelque chose qui s'appelle Mickey Coach, où il y avait des séances de sophrologie ou des recettes qui ont été filmées pour comme on pouvait plus faire des événements en local et rencontrer les gens, on a fait en sorte d'apporter une solution alternative pour toujours apporter quelque chose aux membres de l'association. D'accord. C'est bien parce que ça vous permet de vous adapter et de pouvoir trouver des nouvelles façons de vous faire connaître en fait. Oui, tout à fait. Et puis en fait, on avait déjà entamé ce virage numérique avant la Covid. C'est quelque chose qu'on met en avant et qu'on avait déjà commencé à développer et qu'on veut a fortiori développer aujourd'hui. Et une des plus grosses réussites que l'on a dans ce domaine-là, c'est une plateforme en ligne qui s'appelle Mickey Connect. Et en fait, c'est une plateforme d'apprentissage où on va apprendre plein de choses sur la maladie, sur son fonctionnement, sur l'alimentation, le stress, le sport, les voyages, comment on voyage quand on a une pathologie comme celle-là. Et en fait, c'est un peu comme une plateforme de e-learning où c'est des petites vidéos à chaque fois assez courtes sur un sujet bien précis. Il y a des petits quiz pour tester ses connaissances, voir si on a bien assimilé le contenu, etc. Et il y a des profils qui sont adaptés en fonction de si on est un patient ou si on est un proche de patient, par exemple. Voilà, ça c'est quelque chose dont on est très fier à la FA parce que c'est une réussite. Tous les retours qu'on a sont assez élogieux et on l'emmène encore plus loin où aujourd'hui on met en place de l'éducation thérapeutique en ligne, justement toujours pour responsabiliser les patients, les rendre acteurs de leur maladie et les rendre plus autonomes finalement. Alors j'aimerais te poser une question du coup. Toi, qu'est-ce que tu changerais dans notre société pour pouvoir améliorer le quotidien des personnes qui souffrent de cette maladie? Je pense que une des grosses difficultés des patients, c'est de pouvoir parler de la maladie. C'est comme si une maladie qui touche la sphère digestive, on touche à l'intime, c'est un sujet un peu tabou. Et du coup, les patients ont souvent du mal à en parler. Et je pense que cette difficulté à en parler, ça vient aussi de la méconnaissance de ces maladies-là du grand public. Même si aujourd'hui, quand on dit maladie de Crohn, souvent ça parle aux gens. Soit ils ont déjà entendu ce nom-là, ou ils connaissent quelqu'un, ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a cette maladie-là. Donc finalement, ça commence à être, je dirais, dans la connaissance collective. Mais si je devais changer quelque chose, ce serait d'aller encore plus loin, que ce soit encore plus compris et connu du grand public. Par exemple, au même titre que le diabète, par exemple. Aujourd'hui, diabète, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde comprend, etc. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tout le monde connaisse la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, savoir ce que c'est, ce qu'il y a comme symptômes, ce que ça implique dans la vie quotidienne,
pour que justement les patients puissent en parler plus facilement et qu'ils aient qu'ils se sentent moins seuls finalement, parce que de fait de ne pas pouvoir en parler, on se marginalise un peu. Et finalement on s'enferme dans une espèce de mal-être parce que on a la maladie qui est là, on n'ose pas en parler, du coup on se met en retrait et puis après c'est un cercle vicieux quoi. Donc pour moi voilà, c'est vraiment que le plus grand nombre connaisse ces maladies là pour pouvoir finalement libérer la parole des patients. C'est vrai que tu as dit comprendre, parce que le diabète on comprend tout ce que ça implique. Là, on comprend pas forcément la fatigue. On se dit, oh, c'est bon, tu peux sortir, tu peux bouger, t'es pas si fatigué que ça. C'est vrai, des notions que peut-être on a du mal à comprendre. Ouais. Donc c'est ça l'idée, c'est vraiment d'arriver à ce que les gens sachent que c'est un réel handicap en fait, qui se voit pas forcément, mais qui est là et au quotidien. Mais c'est tout à fait ça. Tu parlais de la fatigue. C'est vrai que souvent, en tout cas, il n'y a pas de symptômes visibles avec ces pathologies-là. Souvent, les gens ont du mal à comprendre. Quand on leur dit je suis fatigué, pour eux, quand on dit ça, c'est comme si on disait j'ai eu ma journée de boulot, je suis fatigué. En fait, non, c'est une fatigue tout autre, où c'est vraiment on est épuisé, c'est-à-dire que l'énergie elle est vraiment drainée de notre corps, et du coup on est vraiment exténué quoi. Et ça, comme c'est pas quelque chose qui est visible, souvent c'est ce que tu disais, bon allez vas-y, tu peux venir, tu peux sortir, comme si c'était un peu du chiquet, ou qu'on était un peu chochotte, ou qu'on en faisait des tonnes pour rien, alors que non, c'est pas de la flemme, c'est pas du chiquet, c'est vraiment que ça nous épuise vraiment. Mais voilà, comme c'est quelque chose qui n'est pas visible, les gens ont souvent du mal à comprendre et à accepter. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souffre de la maladie, ou peut-être même à un parent d'un enfant qui souffre de la maladie? Donner un seul conseil, c'est pas évident parce qu'il y en a beaucoup, mais si tu me permets, je vais en donner deux. Oui. Le premier, ce serait de ne pas rester seul. Enfin, qu'on soit patient ou qu'on soit proche de patient, pas rester seul, parce que quand on vit avec ces pathologies-là, on se pose beaucoup de questions, on a des doutes, etc. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas forcément auprès des médecins qu'on pourra avoir toutes les réponses à nos questions et être rassuré le mieux possible. Donc pour moi, il faut en parler, il faut se rapprocher de personnes qui vivent des situations similaires. Et la meilleure façon pour faire ça, c'est de se rapprocher auprès de toutes les associations de patients. Là, en l'occurrence, l'AFA-CRONER-CH. Pour rencontrer d'autres patients, pour rencontrer des gens qui connaissent la maladie et qui sont capables de vraiment comprendre les situations personnelles, et aussi avoir toutes les réponses à nos questions, toutes les questions qu'on peut se poser, surtout quand on découvre la maladie en fait. Dans les débuts, c'est tout un univers qui se présente à nous, et du coup il y a énormément de questions, et c'est vrai que je pense que c'est aussi un soulagement de dire que j'ai un endroit où je peux avoir toutes les réponses à mes questions, et pour avoir de l'information qui est sûre quoi. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est d'être acteur dans sa maladie. Même si on a en face de nous des médecins qui sont très compétents, qui connaissent très bien la maladie, etc., je pense qu'il ne faut pas s'en remettre totalement à cette prise en charge médicale. Je pense qu'il faut aussi être un peu moteur. Je dis pas qu'il faut rejeter la médecine, hein, c'est pas du tout mon propos. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut se prendre un peu en main, faire des choses aussi de son côté pour améliorer sa situation. Ça peut être ne serait-ce juste que vraiment comprendre ce qu'est la maladie, se renseigner sur comment elle fonctionne. Je dis pas qu'il faut forcément comprendre tous les mécanismes au niveau cellulaire, etc. Mais avoir une vision déjà de comment la maladie fonctionne, ça nous permet déjà de mieux appréhender notre corps, je pense.
et aussi de faire des choses pour améliorer notre quotidien. Alors dans les pathologies comme la maladie de Crohn, on sait que d'avoir une activité physique ça aide à mieux gérer la maladie au quotidien. Donc c'est trouver une activité physique qui nous convient. On sait que de bien manger ça aide aussi à mieux gérer la maladie au quotidien. Donc ça peut être si on n'est pas trop cuisine, c'est peut-être se mettre à faire de la cuisine ou c'est en fait je pense que c'est vraiment accompagner la prise en charge médicale avec des actions individuelles pour finalement permettre que le traitement fonctionne encore mieux. Ne pas subir la maladie. C'est ça, vraiment, c'est pas la subir, mais c'est c'est vivre avec et c'est être proactif, quoi. C'est être moteur. D'accord. Alors j'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais, donc aujourd'hui tu as 31 ans, ouais. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui au petit garçon de 9-10 ans qui a commencé à avoir ses premiers symptômes? Qu'est-ce que je lui dirais? Je pense que je lui dirais quelque chose comme ça va aller, t'inquiète pas. Ça peut faire peur. C'est nouveau, c'est pas des nouvelles qui sont réjouissantes, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. T'as plein de choses à faire, t'as plein de choses à vivre. T'as un potentiel qui est là, donc n'aie pas peur et fonce, quoi. Merci beaucoup Bastien. Mais merci à toi. Et puis je te souhaite bonne continuation. Merci, puis, à toi aussi. J'espère avoir des nouvelles. Avec plaisir. Merci. Au revoir.